Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous avons souhaité convoquer les partenaires médiatiques, la presse sportive, mais plus largement la presse martiniquaise, pour effectivement faire le point sur les attaques qui ont été proférées contre l'institution Ligue de football, et plus précisément, parce que quand même la personne du président a été ciblée, ainsi que d'autres bénévoles du football, et il est important pour nous de pouvoir apporter point par point des réponses aux questions qui ont été posées par ce journaliste indépendant ou même Molina dans une vidéo de plus de 14 minutes où effectivement il y a des éléments à charge qui ont été donnés sur la Ligue de football. Voilà, donc je salue plus particulièrement donc les camarades, la presse RCI qui est présente, France Antilles, et puis les autres vont sans doute nous rejoindre. On a un prestataire qui réalise les rushs sur cette conférence de presse, ce qui permettra par la suite de faire un montage permettant de donner au grand public, peut-être par le même canal qu'a utilisé M. Molina, c'est-à-dire par les réseaux sociaux, les réponses contradictoires de la Ligue de football. Voilà, donc nous avons accessoirement préparé un petit diaporama qui va peut-être permettre de fixer un petit peu les choses. Et je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je suis accompagné d'un certain nombre de membres du Conseil de Ligue actuel. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure. C'est une heure qui est un petit peu difficile par rapport aux contraintes professionnelles. Voilà, alors ce que je voulais dire, je ne sais pas si les camarades veulent dire quelque chose en préambule. Ce que je voulais dire, un petit peu à titre personnel, puisque je suis à la gouvernance du football martiniquais depuis un certain temps, puisque c'est dès 1996 que j'ai occupé des fonctions avec le groupe Football 2000, piloté par Alain Rapon. Et dans les années 2000, compte tenu des obligations d'Alain Rapon, les années 2000, me semble que c'est autour de 2003-2004, j'ai été deux médecins fédéral, j'ai occupé les postes de deuxième vice-président et ensuite de premier vice-président, avec quelque part, principalement entre 2005 et 2008, une fonction presque de président délégué, compte tenu des obligations d'Alain Rapon. Donc effectivement, j'ai une certaine expérience de la gouvernance de ce football. Et puis, en 2009, début 2009, Alain Rapon ne souhaitant pas se représenter, j'ai mené une liste qui a été élue au conseil d'administration de la Ligue de football. Donc effectivement, il y a une quinzaine d'années qu'avec d'autres camarades, j'assume les fonctions de président de cette institution. Donc c'est la fin de mon 4e mandat. Et à titre introductif, je voulais simplement dire que c'est Marcel Pujard qui nous rejoint, qui peut nous rejoindre sur l'estrade. Et à titre un petit peu personnel, parce que je vous avoue que j'ai été quand même secoué, et je suis secoué par cette affaire, je voulais, en quelques mots, dire que depuis de très nombreuses années, comme beaucoup d'entre nous, j'ai consacré ma vie à la chose citoyenne, aussi bien à titre professionnel qu'à titre associatif, et jusqu'à présent je continue dans ce sens. Et donc lorsque vous êtes au sein de cette réalité sociétale martiniquaise, de cette réalité associative, et que vous vous investissez comme des présidentes et des présidents de club, comme d'autres dirigeants, et comme peut-être vous, membres de la presse, quand vous investissez corps et âme en sacrifiant votre famille, un beau jour comme ça, se réveiller et puis voir que un journaliste
qui est à 7 000 km, vient vous traîner dans la boue en vous accusant d'être un dictateur, de faire n'importe quoi avec l'argent public, de traîner les autres bénévoles qui sont autour de la Ligue comme ça, les jeter en pâture. Cette vidéo a déjà été vue 30 000 fois, plus de 30 000 fois, avec un certain nombre de choses injurieuses et diffamantes. Vous pouvez comprendre que ça puisse blesser et ça puisse quelque part perturber la vie d'un individu, voire même sa famille et ses proches. Bon, ceci étant dit, 2009, avec d'autres camarades, je le précise toujours, nous arrivons au commande de la Ligue de football. La Ligue de football a à ce moment-là de très grosses difficultés. D'ailleurs, personne n'a voulu venir en liste concurrente à cette époque, parce que c'était une ligue qui avait 1 200 000 euros de déficit structurel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déficit à la place, au lieu de parler de dépression de trésorerie ou de trou de trésorerie. Il y avait 1 200 000 euros de déficit structurel constaté non seulement par les experts comptables, les commissaires aux comptes, mais également par les tribunaux. Sur ces 1 200 000 euros, il y avait 800 000 euros de dette sociale et fiscale. Et donc, je prends avec les autres camarades la Ligue en très grande difficulté, avec 8 salariés, je crois, parce que de 12 salariés, il avait fallu faire un plan social pour faire en sorte d'amortir un petit peu et d'entrer dans un plan, d'abord dans un redressement et judiciaire, et ensuite entrer dans un plan de continuation qui a duré 10 ans, de 2009 à 2019. Donc, 15 ans après, on va dire, la Ligue de football, c'est non seulement une quinzaine de salariés qui évoluent dans de bonnes conditions, sans aucune difficulté particulière, avec un dialogue social de qualité. C'est une ligue qui est passée de 1 300 000 euros de budget annuel à plus de 3 millions aujourd'hui. C'est une ligue qui en 2013, 2013, avec nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane et de Saint-Martin, est entrée à la CONCACAF. C'est-à-dire, nous avons poursuivi le travail d'émancipation internationale que nos prédécesseurs avaient fait, mais les conclusions de ce travail, presque de manière exceptionnelle, sont arrivées en 2013 en devenant full member de la CONCACAF, avec les bénéfices financiers, de représentation, de participation sportive, de formation des éducateurs, d'implication de nos arbitres. Voilà. En 2018, ce sont des faits marquants qui permettent de montrer le travail accompli et qui peut effectivement, un dimanche soir, être réduit à néant. 2018, nous obtenons, grâce à nos bonnes relations par-ci par-là, avec la CONCACAF, avec la FIFA, dans notre volonté d'intégrer la FIFA, nous obtenons la signature d'une convention de développement directement avec l'institution internationale pour avoir des dotations dans le cadre du FORWARD, le fameux dispositif qui permet d'aider les associations membres. Nous obtenons de la Fédération internationale la participation à un fonds de développement. Et donc, ceci valable pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et Saint-Martin, qui sont membres de la CONCACAF, mais non full member de la FIFA. Voilà, on pourrait beaucoup en dire sur les développements qui ont suivi, sur notre capacité à être compétitif sur le plan sportif, pas seulement pour la sélection senior masculine, comme ça a pu être dit, mais pour toutes nos élites des différentes catégories, garçons comme filles, dans d'autres pratiques, la pratique futsal, pour l'intégration de nos arbitres dans le J1 international, pour la formation de nos cadres et le travail qui a continué sur le plan fédéral et sur le plan national pour permettre aussi un certain nombre d'avancées, même si cela a été particulièrement difficile sur les questions de Coupe de France, d'évolution du système d'épreuves pour la Coupe de France masculine, l'intégration
des clubs féminins en Coupe de France féminine, etc., etc. Bon, je ne serai pas plus long, c'était quand même un préambule qui était, à mon avis, nécessaire. Et j'espère que vous pourrez, de manière peut-être synthétique, mais le transcrire pour que le monde du football, mais la Martinique tout entière, puisse savoir qu'il y a une crédibilité de cette institution. Et cette crédibilité qui est menacée aujourd'hui par les allégations, moi je le dis, d'un journaliste, pose problème. Voilà, ceci étant dit, en entrant dans le vif du sujet, et pour essayer de répondre point par point, mais de manière synthétique quand même, la première chose que je reproche à M. Romain Molina, que jusque-là je respectais, parce que je suivais ses enquêtes, j'ai suivi ses enquêtes, il y a des choses qui nous ont, on va dire, concernés plus particulièrement parce que c'était dans le giron de la CONCACAF, notamment l'affaire de Meurs en Haïti, et puis d'autres affaires qui sont liées à des problématiques au niveau fédéral ou des problématiques au niveau international, en Afrique, etc. Donc ce que je reproche, et j'espère qu'il l'entendra, et qu'il, même s'il a tenté adroitement de dire que ce n'était pas vrai, Molina ne nous a jamais contactés. C'est-à-dire que vous qui êtes des professionnels et des journalistes, me semble-t-il, le beurre-à-bas de, j'allais dire, la déontologie journalistique, c'est lorsque vous comptez sortir un papier sur quelqu'un ou sur une affaire, c'est de rechercher le contradictoire. Ça n'a jamais été fait. Alors ce monsieur dit qu'il a envoyé un courrier à la Ligue de football et qu'on ne lui a pas répondu. C'est faux. Il faudrait qu'il prouve qu'il a envoyé. Parce que s'il est capable de savoir dans des détails scabreux et de divulguer sur la place publique qu'une prostituée serait allée dans un hôtel en Guyane, il est capable de trouver le numéro du président de la Ligue de football et il serait capable de trouver l'email générique de la Ligue de football pour nous poser des questions avant de sortir un document aussi à charge. Voilà, ceci étant dit, le fait de dire, ne serait-ce que ça, le titre du sujet, je sais pas, la dictature, je sais pas quoi, et puis de répéter à plusieurs reprises dans ses propos que Samuel Perrault est un dictateur favorisant ses petits copains et peut-être quelque part, c'est ce que je pense que les gens ont pu comprendre entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus aussi entre les lignes, que l'argent public serait dilapidé dans n'importe quelle condition, sans contrôle. C'est absolument ignoble. Moi, je prends mes responsabilités. Comme je l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à gagner, parce qu'effectivement, je suis en fin de mandature. Il m'importe de donner les explications pour que, et je le répète, la crédibilité de l'institution et quelque part ma propre réputation, parce que je suis un personnage public, puisse être peut-être un petit peu moins écornée qu'elle ne l'est aujourd'hui. La situation financière de la Ligue de football, c'est enfoncer des portes ouvertes. Il n'y a pas de secret sur la situation financière de la Ligue de football. Nous avons, peut-être qu'on peut, Jean-Claude, afficher le début du diaporama, nous avons 2 exercices de retard. 2 exercices de retard, pourquoi? Nous avons été impactés au sortir de la crise sanitaire, mais même pendant la crise sanitaire, par moi je le dis, une déflagration en termes de ressources humaines essentielles. Quand vous avez un chef comptable, une chef comptable qui a eu des difficultés de santé, qui finalement assurait quand même le bon fonctionnement de l'institution sur la partie comptable, qui est absente pour des raisons de santé, qui a dû partir à la retraite pour invalidité. Quand vous avez un directeur administratif et financier qui est présent, c'est M. Dominique Blamay, qui est impacté par 3 difficultés de santé. Vous avez un sortir de crise financière où des efforts importants ont été faits en direction des clubs. Quoi que dise aussi M. Molina, parce que là aussi il ment
lorsqu'il dit qu'il n'y a qu'un tiers des clubs qui auraient été bénéficiés de la fameuse aide Covid. La quasi-totalité des clubs, à différents niveaux, ont été bénéficiaires de cette aide Covid. Et cette aide Covid ne venait pas uniquement de la collectivité territoriale, c'était un montage que nous avions réalisé avec 4 sources de financement. La première, et la plus importante finalement, la CONCACAF, par le biais d'une adaptation exceptionnelle acceptée par la CONCACAF sur le One CONCACAF programme. La deuxième, le Forward FIFA, là aussi, parce que nous avons demandé une adaptation exceptionnelle pour apporter une aide au club. La troisième, c'est la collectivité territoriale, effectivement, sur des aspects bien précis. Et la quatrième, à moindre mesure, par la Fédération française de football qui avait décidé d'octroyer par nombre de licenciés une espèce d'aide par capitation, par nombre de licenciés en fonction des clubs. Vous touchez, c'était 10 €, mais pas 10 € donnés par la fédération, 7 € donnés par la fédération et 3 € donnés par la Ligue de football parce que la fédération avait imposé à l'ensemble des ligues et des districts français d'apporter cette aide Covid au club. Donc ça a représenté environ 500 000 € cette aide Covid et dans la proportion suivante, environ 8 à 9 000 € pour les clubs de R3, parce que c'est ce qui avait été décidé, compte tenu du fait qu'on peut imaginer assez aisément que les clubs de R3 sont en plus grande difficulté. Et pour les clubs de R1 et de R2, ça tournait autour de peut-être 4 500 €. Alors évidemment, ce n'était pas de l'argent qui était donné comme ça, sans contrôle et sans justificatif. Il y avait des choses qui avaient été fléchées de mémoire, comme ça, mais les camarades pourront m'aider. C'était l'aide au transport, des jeunes notamment, l'aide à l'arbitrage, parce que voilà, on sait qu'il y a une souffrance par rapport au fait à cette dépense, surtout au sortir de cette crise Covid. C'était l'aide à l'acquisition matérielle et c'était l'aide aussi à la prise en charge d'indemnités d'éducateurs. Alors il y a des clubs qui ont tout perçu parce qu'ils ont été capables d'être dans le dispositif à la fois pour proposer des dépenses, mais également derrière pour justifier. Il y en a d'autres qui ont eu un peu plus de difficultés, mais ça on comprend, parce que c'est un problème lié à la structuration des clubs, etc. Donc, pour dire que nous sortons de cette période, avec la complexité de ce dispositif qui avait été mis en place, peut-être trop complexe, on l'avoue, des difficultés de ressources humaines pour gérer tout ça, des difficultés liées aussi à la fixation effective et réelle de la dette des clubs. Au plus, on ne va pas dire de la dette des clubs, mais de la relation financière avec les clubs par rapport aux arrangements qui ont pu être faits parce que lorsque vous achetez des licences, vous pouvez avoir des échéanciers de paiement, etc. Donc tout ça a été particulièrement complexe. Donc c'est vrai que nous avons eu un certain nombre de difficultés qui ont fait que du retard a été pris sur cette affaire. Et puis, l'actualité depuis quelques mois, c'est effectivement ces soldes de subventions que nous n'arrivons pas, comme d'autres associations, ligues et comités, même des clubs, que nous n'arrivons pas à percevoir pour l'instant. Ça commence à entrer, monsieur le trésorier, ça commence à entrer. On a eu une réunion avec le président de la collectivité qui a figé cette dette avec nous, qui était de l'ordre pour les années cumulées 21, 22, 23 exercices budgétaires CTM, s'élevait à un petit peu plus de 600 000 €. Rapprochement fait avec les chiffres de la CTM et avec nos chiffres. Il n'y a aucune distorsion par rapport au rapprochement fait. Et puis, nous avons effectivement une dette des clubs qui était, là ça commence à redescendre parce qu'il y a des efforts qui sont faits par pas mal de clubs, mais c'était une dette qui, lorsqu'on a présenté cette situation en Assemblée Générale ici, a été estimée à peu près à 300 000 €. Donc oui, c'est ça, il y a non pas un déficit, mais un trou de trésorerie de 900 000 € sur une institution qui a 3 millions 100 de budget. C'est un tiers, presque, du budget de l'institution. Donc, la question que peut-être des gens bien intentionnés ou des gens qui comprennent les souffrances du mouvement associatif dans son ensemble pourraient se poser, mais comment vous faites
pour payer chaque mois 60 000 € de masse salariale. Ça n'inquiète personne. M. Molina, qui dit que cette institution est mal gérée et que c'est n'importe quoi, ça ne lui a pas traversé l'esprit. Mais comment on fait? C'est parce que nous avons la bonne compréhension d'un certain nombre d'établissements bancaires qui, avec ce buzz, ce bad buzz, ont commencé à se poser des questions. C'est parce que nous avons des personnes à qui on doit de l'argent qui sont compréhensibles. Je vais y revenir tout à l'heure, notamment lorsqu'on va parler du futsal. Parce qu'on doit des indemnités de retard à des arbitres, à des commissaires, à des délégués, et puis à des fournisseurs. AVS, groupe Projet Albert. La vie est chère, mais le groupe Projet Albert est compréhensif par rapport à la situation de la Ligue de football et par rapport certainement à d'autres ligues. Je salue d'ailleurs le président chéri de la Ligue d'athlétisme qui est venu nous apporter son soutien. Donc voilà. Et puis, comment on fait aussi? C'est parce que nous avons ces dotations internationales qui nous permettent d'amortir en termes de trésorerie la situation, pour que le trésorier et tout le service comptable puisse se casser la tête tous les mois depuis peut-être presque un an, depuis la fin de l'année dernière, se casser la tête pour savoir comment on va payer les 40 000 € de salaire net et puis les 15 ou 20 000 € de charges. Parce que la sécurité sociale, même si le président de la collectivité a envoyé un courrier à la direction générale de la sécurité sociale, elle ne vous fait pas de cadeau, de temps en temps quand même. Elle vous fait un aménagement d'échéancier. Et ça, c'est une réalité. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit par ailleurs? Parce que c'est très important, effectivement, c'est une réalité, nous ne l'avons jamais nié. Et sur ça, on ne peut pas dire que M. Molina a tort, il a raison, mais il enforce une porte ouverte. C'est une situation difficile. Il y a un cours de trésorerie, il y a un retard de 2 exercices. Et maintenant, c'est un exercice, parce qu'il va sortir là. Voilà. Bon, un exercice. Bon, écoutez, et puis qu'est-ce qu'on nous reproche d'autre? Ouais, qu'il y a des dirigeants de la Ligue, et ce monsieur dit, dont le président, et puis il essaie de dire qu'il n'a pas diffamé. Je dois 0 € dans la Ligue de football. Il y a des dirigeants qui sont partis en délégation, comme chef de délégation, qui ont eu effectivement des viatiques pour pouvoir régler les dépenses. Parfois ce sont de menues dépenses, parfois c'est des dépenses beaucoup plus importantes, dans la complexité des déplacements dans la Caraïbe. Quand vous partez avec un groupe de jeunes filles ou de jeunes garçons, ou bien même des seniors, de 30 personnes pour le Honduras, et que vous faites Fort-de-France, Saint-Domingue, nuit à Saint-Domingue, ensuite Saint-Domingue, Panama, Honduras, vous restez 5-6 jours au Honduras, et après vous revenez Honduras, Miami, nuit à Miami, rentrez en Martinique après, avec un chef de délégation qui, en prenant des risques sur son compte bancaire personnel, va assurer les dépenses de bagages, tous les aléas qui peuvent se poser, laver des vêtements, donner des pourboires, régler des problèmes. Comment, Marcel? Et se faire couronner, effectivement, quand vous allez au Honduras ou bien au Guatemala, c'est pas évident, il faut faire attention. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, il y a des viatiques qui n'ont pas été remboursés ou bien qui n'ont pas encore été justifiés il y a un an, il y a 1 an et demi, etc. Mais c'est vrai. Il y a des présidents de ligue ou des dirigeants de clubs parmi nous et parmi vous peut-être. Je sais qu'il y en a parmi vous. À votre échelle, vous savez comment c'est difficile, la question de la justification de dépenses dans un club, dans une association, quand vous êtes un bénévole. Mais à l'inverse, il y a aussi souvent des frais qui sont engagés de la poche du dirigeant, vous, président et présidente de club, nous, dirigeants associatifs, des frais qui sont engagés de la poche du président ou bien d'un dirigeant et qui sont remboursés par l'institution 3-4 ans après. Alors c'est pour 250 € qui ne sont pas justifiés que vous venez clouer au pilori un dirigeant de ligue pour lui dire que vous faites n'importe quoi avec l'argent public. Nous sommes les plus contrôlés des ligues et districts de France. Pourquoi? Parce que nous avons ce visage international. Alors il y a le contrôle des sommes qui viennent de la Fédération française, mais il y a ce contrôle extrêmement strict
de la FIFA et de la CONCACAF. Au centime de dollar près ou au centime d'euro près. Nous sommes hyper contrôlés par notre expert comptable et notre commissaire au compte. Encore plus ces dernières années par notre commissaire au compte. Je peux lui dire en face. Parce qu'il y avait une histoire encore, une boule piante qui avait été sortie juste avant les élections de 2020 et qui fait qu'elle sert un petit peu plus la vis, semble-t-il, hein, ou en tout cas c'est un petit peu plus compliqué, il y a beaucoup de réserves, beaucoup de choses, on se plie, parce que c'est un personnage obligatoire, c'est une autorité, on se plie, alors que les comptes soient certifiés, qu'il y a des réserves, c'est normal, ça nous permet d'avancer, de nous corriger, on a des erreurs de procédure, on a des problèmes. Quand vous gérez 3 200 000 euros par an, c'est forcé que vous aurez des problèmes. Donc ça, c'est une réalité. Nous ne la nions pas. On est en difficulté, comme la collectivité territoriale, et comme beaucoup d'institutions, voire même de sociétés martiniquaises. Oui, on est en difficulté, on se bat. Et on a des pères et mères de famille que nous devons protéger chaque mois. Bon, puis le reste, c'est de l'enfumage et c'est de la méchanceté. Moi, je le dis. J'ai noté un trident à la tête de la Ligue de football. Un trio, je crois que c'est ce qui a été souligné. Vous connaissez une institution qui n'a pas un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire général bien solide pour mener une institution comme ça, surtout avec les difficultés et les handicaps que j'ai pu citer tout à l'heure, des difficultés liées aux ressources humaines, à notre capacité à gérer cette affaire avec des... Hein? Quelle institution vous connaissez? Que des gens seraient partis, c'est n'importe quoi. Nous avons Patrick Persin qui était déjà là dans la mandature précédente. Patrick Persin nous a dit très tôt, président, je ne vais pas pouvoir être là, je monte mon affaire d'assurance, je ne pourrai pas être là très tôt. Nous avons Madame Laurent qui était là parce qu'on avait voulu avoir au moins 3 ou 4 femmes et elle nous a dit, mon président, j'ai d'autres impératifs, finalement je ne vais pas pouvoir être là. Nous avons coopté quelqu'un d'autre. Et vraiment. Vous avez Cabrera. Cabrera a été très présent. C'était le team manager de la sélection. Ces derniers temps, d'ailleurs, je crois même qu'il a muté ailleurs qu'en Martinique. Ces derniers temps, Cabrera n'est plus là. Personne n'a laissé le navire. C'est faux. C'est de l'enfumage pour pouvoir faire en sorte d'amalgamer un certain nombre de choses pour enfoncer sans contradiction des bénévoles du sport. Je suis prêt à le prendre face à face et puis lui dire voici ça, et puis dans un débat pour voir comment il va se comporter. Ok? Bon, alors rapidement, gestion sont les affinités, après je passe sur les détails scabreux de dire dans le même temps vous ne faites rien pour les autres sélections que la sélection senior. Et puis, de dire, mais vous étiez en déplacement futsal en Guyane, et puis, c'est n'importe quoi, il y a une prostituée qui a été... Vous vous rendez compte du niveau du débat? Il y a une prostituée qui était dans une chambre d'hôtel avec la délégation futsal. C'est faux, c'est totalement faux. C'est méchant et c'est malsain de faire circuler des choses comme ça. Alors oui, dans les délégations sportives comme dans d'autres délégations, vous pouvez avoir des faits d'indiscipline parce qu'un joueur est parti, parce qu'il n'a pas respecté telle chose, il est arrivé en retard, ils ont fait la fête après ils ont pu avoir des copines sortir après la compétition. Vous pensez que c'est le niveau qui doit se ramener pour tout cela, incriminer le président de la Ligue qui n'est pas en mesure de contrôler. Hein? Moi, il y a 20 ans que je suis aux commandes de cette institution. J'en ai vu des délégations, que ce soit en club, que ce soit en jeune, que ce soit en senior, garçon comme fille. Il y a des problèmes. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes en équipe de France, il y a des problèmes en équipe du Brésil, il y a des problèmes en équipe du Canada. Bon, il faut arrêter. Ok? Alors oui, ils ont raté l'avion. Parce que l'organisation de la Ligue de Guyane n'a pas été en mesure de tenir compte, vous le savez, du fait que l'aéroport Félix Éboué, c'est particulier
il y a des fouilles à l'entrée par rapport au trafic de drogue. Il y a le fait que c'était sur la compagnie Sky qu'on revenait. La compagnie Sky et ferme ses vols 1 heure avant. Donc ils ont raté. C'est ni à cause de prostituées, ni à cause d'une femme de M. Bonnard. C'est parce que l'organisation de la Ligue de Guyane n'a pas été en mesure d'amener. Ils sont arrivés 5 minutes après la fermeture du vol, qui a fermé 1 heure avant le décollage. Alors on n'allait pas les laisser là, en Guyane, au risque de payer encore plus cher par rapport à... Donc nous avons appelé, tout ça, on a pris des dispositions pour pouvoir prendre un billet sur le vol Air France qui était un petit peu plus tard. Ça a coûté 9 077 €. On a payé. Nous avons contacté la Guyane, nous avons dit à la Guyane, mais c'est votre faute. Président, direct, dit, mais Marcel, nous, si tu viens en Guyane, nous, on s'organise pour emmener les gens à l'heure à l'aéroport, quelles que soient les raisons, embouteillage, pas embouteillage, si c'est un dimanche, en plus, il n'y avait pas d'embouteillage, cette histoire d'aller faire un tour à Cayenne, peut-être qu'il y a eu des joueurs qui ont dit, ouais, mais on ne peut pas faire un petit tour, tout ça. Non, c'est l'organisation de, non, voici le timing et le plan d'organisation, la feuille de route de cette organisation. Non, on part là, on n'aura pas le temps d'aller à Cayenne. Donc, Marcel me dit, bon, c'est vrai, mais tes gars aussi, ils auraient dû insister, ton chef de délégation, ils auraient dû insister. Je dis, ouais, mais il ne connaît pas forcément le truc, etc. Donc, on est arrivé à un point d'entente, on a payé chacun 4 500 €. Ligue de Guyane, Ligue de Guadeloupe. Alors, quand ce monsieur dit que c'est 10-11 000 € qu'on a payé, non, on a payé, oui, 4 500 € parce qu'on a reconnu, bon, voilà, que notre chef de délégation, le cadre aurait dû faire un petit peu plus. Ok, voilà. Sur cette fameuse histoire de compétition de jeunes où nous n'avons pas pu aller, c'est regrettable. On comprend la douleur des enfants, la détresse des enfants, la douleur des parents, qui au dernier moment, oui c'est vrai, au dernier moment nous avons été obligés d'annuler ces déplacements. Mais pourquoi on a été obligés d'annuler ces déplacements? Parce que, sur le déplacement des garçons, c'était prévu initialement à Antigua et Barbuda, je parle sous le contrôle de Magui, à Antigua et Barbuda, et puis au dernier moment, la CFU a déplacé le truc à Trinidad. Donc on a commencé à chercher, c'était difficile, etc. Ça, c'est une première chose. Pour le déplacement à Aruba, je crois que c'était les filles, à Aruba, bien à l'avance, on a commencé à essayer de chercher comment on fait pour aller à Aruba à partir de Martinique. S'il y a des gens qui savent comment aller à Aruba à partir de Martinique. Comment on fait Raymond? Ouais, peut-être. Raymond, c'était dans la. On va à Aruba, entre autres, pour aller. Aruba se trouve au large de Curaçao, pour ceux qui. On va à Aruba à partir de la Martinique, soit en montant à Paris et en allant à Curaçao, ensuite à la Aruba, soit en montant. Amsterdam, ouais. Ou bien soit en montant à Miami et puis en allant à Curaçao et puis à Aruba. Ou bien soit en allant à Saint-Martin, en passant en zone hollandaise et en prenant Incel Théâtre, qui est une compagnie qui est liste noire en zone française. Ou bien une autre compagnie, puisqu'on avait trouvé, ou une je crois, qui vous fait, mais ce sont de petits avions. Ce sont souvent des ATR 72 ou des ATR 42. Mais quand vous avez ceux qui connaissent l'organisation des déplacements de sportifs ou culturels ou autres dans la Caraïbe, vous savez que autant on peut s'arranger avec Air France, avec Corsair, avec sur des lignes, grandes lignes, etc. Et en Caraïbe aussi. Mais sur ces lignes-là, non seulement ce sont de petits avions, donc vous avez des volumes qui sont importants, c'est-à-dire que si vous avez 25 personnes à faire voyager sur un ATR 42, qui prend quoi? 45 personnes 42 personnes. Vous comprenez bien que si vous ne donnez pas la liste des gens en temps réel, vous perdez des places. Ça, c'est une première chose. Mais si vous donnez une liste, et puis que pour diverses raisons, le gamin ne peut pas partir, il y a des problèmes, etc., vous pouvez perdre, ça nous est arrivé, 5 places. Donc vous êtes obligé d'aller à tâtons, etc. Donc c'est vrai, on n'a pas pu verrouiller des places au moment où on pouvait les avoir peut-être à moins cher. Puis après, c'est terminé. Parce que si il ne vous reste que, c'est une délégation de 23, de 25, et que nous vous reste que 18 places, vous ne pouvez pas y aller. Ou alors à faire 2 vols, des histoires avec des gamins de 14 ans, 15 ans, des filles, etc. Des mineurs. Vous voyez ce qui s'était arrivé aux gens au Brésil, là.
Alors, donc après, on a cherché des solutions, on a vu que effectivement les prix montaient parce qu'il fallait passer par Miami, tout ça. Après, on a même imaginé faire un charter avec Saint-Vincent, il devait y aller. Ça coûtait, avant les frais d'approche, ça coûtait 45 000 € chacun, ou 40 000 € chacun. Ouais, bon, on a dit non, on ne peut pas faire ça. Là, on est en situation 49 000 dollars chacun. On a dit mais non, on est en situation difficile, on a du mal à payer le personnel. On va pas hypothéquer, la situation de trésorerie actuelle de la Ligue, et deuxièmement, on ne va pas prendre le risque de partir dans un truc qui n'est pas clair, on ne sait pas quelle compagnie va faire le charter, on a dit comment on va revenir, s'il y a un problème, etc. Donc, on a expliqué ça aux parents. C'était difficile, on a expliqué ça aux parents. Monsieur Molina, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes capable de payer 11 000 € pour faire revenir des gens parce qu'il y a la femme de Monsieur Bonnard qui est n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas capable d'emmener des gamins à Oba. Ou bien vous êtes capable apparemment de payer de l'argent à des avocats pour 1 000 € pour un avocat, alors que vous n'êtes pas capable d'emmener. C'est ignoble. Les financements comment dirais-je, d'un avocat éventuel, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 6 000 €, il y a un président dans la Ligue, dans la salle. Ça n'a rien à voir avec les chiffres dont on parle, premièrement. Et puis nous avons des conseils juridiques. Je salue la présence vous le connaissez, de M. Suti. Nous avons des conseils juridiques qui sont prêts à accompagner, ça a déjà été le cas, gratuitement. Et même au-delà. Par intérêt sociétal pour leur pays, pour la Martinique. Donc si on doit attaquer M. Molina, on pourra l'attaquer. Et je suis sûr qu'on va gagner sur un certain nombre de points. Parce que quand ce monsieur dit qu'on a payé 20 000 $ à la CONCACAF parce que nous n'avons pas été en compétition féminine, c'est faux. Nous avons la preuve là. Nous avons expliqué à la CONCACAF les difficultés. Ils ont dit non, nous vous exonérons de cette pénalité parce que nous comprenons, etc. Et puis ils ont même rajouté des choses qu'on va vous montrer tout à l'heure. Ok? Bon. Donc c'est ça. Voilà dans la situation dans laquelle on est. Et j'essaie de répondre point par point, mais je peux vous laisser poser des questions après. Mais il y a des choses invraisemblables sur l'entente des clubs. L'entente des clubs, il y a eu le problème de l'US Riven l'année dernière. On sait que c'était difficile. C'est l'Assemblée générale des clubs qui a voté les obligations de jeunes pour les clubs. L'US Riven le savait. Le président de l'époque, qui aujourd'hui peut-être raconte certaines choses, il le savait. Ils n'ont pas réussi à faire l'entente avec l'étoile qu'ils avaient fait l'année d'avant avec l'étoile de Batman. Ce n'est pas la faute de la Ligue. Ce n'est pas la Ligue qui a empêché à l'US Riven de faire une entente avec l'étoile. C'est parce qu'ils ne se sont pas entendus avec l'étoile. C'est parce qu'ils avaient pris un joueur de l'étoile. L'étoile disait, bon, c'est comme ça qu'on a fait, donc nous ne pouvons pas faire entente épisode tant jeune. Et puis alors ce monsieur vient sortir, ouais, la Ligue fait n'importe quoi, la pression sur les clubs, un petit club de la grande périphérie, 10 points enlevés sur le club, etc. Vous voyez la méchanceté de ce monsieur? Le futsal, l'organisation de la compétition futsal en Martinique est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que, vous le savez, ça touche des publics, on va dire, particuliers. On ne va pas pointer du doigt, mais c'est des jeunes, c'est chaud, il y a de l'ambiance, il y a parfois de l'alcool autour, voire autre chose. Il y a, c'est vrai, des clubs qui sont issus peut-être des zones difficiles, on ne va pas se voler la face. Bon. Et si vous avez relève la Matinoise contre Saint-Joseph, c'est contre l'acte 212, nous ne mentir, personne ne va savoir c'est qui ça. C'est Jeanne Mamaï Lamentin contre Jeanne Mamaï Saint-Joseph. Et c'est les meilleures équipes du futsal en Martinique en ce moment. Ok? Donc il faut être attentif. Il y a eu des problèmes de violence, des problèmes d'arbitrage, des problèmes de sécurité, des problèmes d'organisation, de structuration des clubs. Piloter la commission futsal, c'est une gageure. Ils en ont découragé. Je dis ça parce que m'a dit en face, on va dire le microcosme futsal avec les dirigeants, les arbitres, les entraîneurs, les présidents de club, m'a dit en face.
c'est presque impossible de gérer Baïta. Ils en ont découragé au moins 3 de présidents, 4 maintenant, parce que Bonheur a démissionné. Il y en a un président ici qui a été, je ne sais pas si il va peut-être vous dire tout à l'heure, c'est Axel Goldak, qui est parmi les pionniers de cette affaire. Après, il y a eu le regretté Fred Miram. Fred Miram dit, hey Samuel, ah non, on va regretter ça. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis vous avez de fortes personnalités dans cette activité de cette pratique. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est, voilà. Quand vous avez un Lionel Victoire qui fait beaucoup de choses pour la Martin, pour la société martiniquaise, c'est un garçon engagé, mais c'est en forte tête. Quand vous avez Philippe Ahmed, qui a fait beaucoup de choses, qui a été sélectionneur du futsal, c'est un garçon qui est très engagé, mais qui est particulier, c'est une forte tête. Quand vous avez un Fabrice Leblanc, qui a beaucoup fait pour l'arbitrage, mais c'est particulier. Quand vous avez un Pasteur qui est très engagé, tout ça, mais c'est particulier. Et j'en oublie d'autres. Et c'est Messier qui a fait la Diantoyo. Donc gérer cette affaire, c'est difficile. Alors effectivement, on dit, ah ouais, vous êtes incapable de gérer le futsal, il y a tout le temps des problèmes, le président, il passe derrière pour enlever, modifier ce que la commission a fait. Oui, je prends mes responsabilités. Et puis peut-être, mon cas dit, c'est un dictateur. Mais toujours avec le conseil de ligue. Je dis, ah quoi, rentrer du football, du futsal, match de trophée des champions, et relève la Matinoise contre l'AC 212. Non, Joblon ne peut pas arbitrer le match. Après, il a raconté ça, il est. Pourquoi? Parce que Fabrice a des problèmes avec la relève la Matinoise, qui remonte à non. On ne va pas commencer la saison avec un problème. Allons chercher un arbitre comme ça peut se faire dans n'importe quelle grande compétition. Il y a un autre qui a été désigné, on dit non, tout le monde sait qu'il a des sympathies avec Saint-Joseph. Non, souvent l'autre arbitre, non. Comme c'est de notre responsabilité. Parce que lorsque ça va péter comme ça a déjà pété à Saint-Joseph, et parce que j'oublie de vous dire quelque chose, nous sommes obligés de payer de la sécurité renforcée pour ces matchs. C'est 3, 4 vigiles, 5 vigiles selon les matchs. Et puis on peut vous montrer ce qu'on récupère à l'entrée. Et puis c'est la ligue de football, c'est pas les clubs qui paient les arbitres. 35 € par match. Les délégués. Alors voilà, c'est sûr que quelqu'un peut, de sa tour espagnol, avec son snipe, et puis dire voilà, ils sont incapables de gérer le futsal. Et puis ouais, parce que des arbitres de futsal ont dit on va arrêter parce que vous avez dit qu'on ne nous donne plus 35 €, mais parce que vous nous devez depuis février. Ouais, vous devez depuis février, comme plein d'autres. Hein. Voilà. Les frais de mutation. N'importe quoi. Ouais, qu'on asphyxie les clubs avec des frais de mutation de 500 €, que quand ils regardent la Ligue du Centre, c'est 80 €. C'est faux tout ça. Les frais de mutation, je peux le confirmer. Je peux faire un petit mot. Dis un petit mot sur les frais de mutation. C'est n'importe quoi. Bonjour. Alors, s'agissant de ce qu'on appelle les frais de mutation, c'est d'abord un dispositif qui a été présenté en Assemblée générale et qui a été voté par les présidents de club. Ça, c'est une première chose que je souhaite dire. Et que, évidemment, si ce dispositif ne convient plus au club, ils peuvent toujours revenir en Assemblée générale, poser le sujet et voter soit l'arrêt de ce dispositif, soit une modification. Le dispositif de mutation se fait en 2 parties. Sur ces fameux 500 €, la moitié s'appelle les droits de mutation qui sont applicables dans toutes les ligues qui sont perçus par la Ligue. Et ces droits de mutation pour la Ligue sont de 200 ou 250 € selon qu'il s'agisse d'une mutation d'un joueur qui va dans une division supérieure ou qui descend. L'autre partie, les 58%, sont reversés au club quitté. On a appelé ça indemnité de changement de club. En quelque part, pour permettre au club qui avait des joueurs au sein de son association, des fois pendant plusieurs années, de pouvoir en quelque part récupérer
une partie des investissements qu'ils ont fait en relation, en transport, matériel, et j'en passe. Donc, s'agissant des frais de mutation, ces fameux droits de mutation qui sont reversés à la Ligue, 250 €. En 1996, quand je suis revenu en Martinique, c'était des francs, on était autour de 2000 francs, soit 300 €. Près de 30 ans après, ces droits de mutation n'ont toujours pas évolué à la Ligue de football. Je parle des droits de mutation que perçoivent la Ligue. En revanche, il y a les indemnités qui sont reversées au club. Un petit focus sur ces indemnités reversées au club pour faire comprendre que, évidemment, dans un club, il y a des mouvements. Des joueurs qui, évidemment, vont venir au club, et des joueurs qui vont quitter, des seniors et des jeunes. Les statistiques montrent assez clairement qu'avec ce système, les clubs dépensent moins d'argent qu'avec l'ancien système. Certains même finissent une saison avec un excédent. Je ne nomme pas le club par exemple, mais l'année dernière, il y a un club qui a à peu près eu 3 500 € de dépenses de mutation pour 8 000 € de rentrée d'indemnité de changement de club, soit un écart de plus 5 000 pour ce club. En règle générale, les clubs sur ce système sont bénéficiaires par rapport à l'ancien système. Et je rappelle que les droits de mutation, ce que perçoit la Ligue depuis plus de 20 ans, bientôt 30, n'ont pas évolué. Ils ont même un peu diminué parce que 2000 francs, c'est 300 €, 250 € ou 200 €, c'est un peu moins de 2000 francs. En revanche, pour les jeunes, les indemnités perçues par les clubs quittés sont beaucoup plus importantes afin de réguler les transferts de jeunes et de très jeunes qui sont la source des associations, qui sont la vie d'une association, qui permet le développement d'une association. Et là aussi, ce sont des mesures qui ont été votées en Assemblée afin de réguler ces mutations de jeunes et de très jeunes. En général, encore une fois, ceux qui quittent un club permettent à ce club d'engranger effectivement des recettes qui sont importantes. Et pour terminer, ce système voté par les présidents de club peut évidemment se revenir en Assemblée générale et revenir pour soit le faire évoluer, soit revenir à l'ancien système. Il n'y a pas de dictature de maintien de règlement. Le Conseil de Ligue anime les assemblées générales, ce sont les présidents des clubs qui votent. Ok. Oui, mais on va vous passer la parole tout à l'heure. On termine et puis on va vous passer la parole. Mais comme dans toute décision, aujourd'hui, le règlement sportif de la Ligue de football est voté en Assemblée générale. Voilà. Les statuts de la Ligue de football sont votés en Assemblée générale. Le règlement intérieur de la Ligue de football est voté en Assemblée générale. Et ce sont donc les présidents de clubs qui décident, voilà, en fonction des propositions faites par le Conseil de Ligue, de dire oui, non, d'amender. Donc c'est une règle de droit dans le fonctionnement de la Ligue de football. Voilà, j'ai répondu, mais bon, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de revenir. Simplement, deux focus qui me paraissent importants. C'est dans ce que M. Moulin a dit ce matin. Ce matin, il réintervient voilà, en disant que bon, il y a des retards dans l'établissement des comptes annuels, donc le président a eu l'occasion de vous dire. Mais en fait, en réalité, c'est ce que le trésorier me faisait souligner, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 1er octobre 2024, nous n'avons qu'un exercice de retard, l'exercice 22-23, puisque les règlements précisent que nos comptes sont à cheval sur 2 exercices, se terminent le 30 juin, et nous avons 6 mois pour présenter. Donc nous avons les comptes 22-23 aujourd'hui qui sont en retard. C'est la première chose. La deuxième chose qui est important de souligner, c'est qu'on entend ce monsieur dire que
la Ligue de football a un fonctionnement assez opaque, mais avec plus ou moins la complicité de la 3F, puisqu'il dit avec le blanc-seing de la 3F. Je cite ses propos. Alors, il parle du trou financier, le président en a parlé, et puis il précise, pour terminer, que la quasi-totalité des subventions reçues et perçues par la Ligue de football de Martinique ne sont jamais justifiées. Donc on va commencer par ça très rapidement. Le président Samuel Perrault l'a dit, d'accord, sous le contrôle du premier vice-président Georges Duquesne, qui suit ces dossiers particulièrement, les fonds dédiés, le FIFA Forward et l'OCP, One CONCACAF Programme, d'accord, sont des fonds qui sont versés annuellement à la Ligue de football par ces institutions et qui font l'objet de remontées de dépenses chaque année, au centime près. Et si vous n'avez pas remonté les dépenses de l'année N plus 1, on ne va pas toucher. Voilà, donc, une contre-vérité. Deuxième chose, j'en aurais terminé, mais nous sommes aujourd'hui une association extrêmement contrôlée, comme l'a dit le président Perrault. Nous avons un expert comptable, un commissaire aux comptes, et puis des présidents responsables de clubs qui votent ou pas, qui touchent ou pas la gestion que nous menons, qui nous ont confiée. Donc aujourd'hui, dire que la Ligue de football, quand on travaille dans l'opacité, c'est insulter les présidents de clubs qui votent les comptes annuels de l'exercice voilà, chaque année. Et ça, il faut le dire. C'est une insulte aux présidents de club. Et vous avez affiché à l'écran, donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans un trou financier, les comptes ont été validés en assemblée générale par les présidents de club, bien évidemment, comptes certifiés par notre commissaire aux comptes. Exercice 2017-2018, on sort avec un excédent de 17 567 €. 2018-2019, on sort avec un excédent de 213 418 €. 2019-2020, on a une perte de 52 577 €. 2020-2021, excédent de 194 000 €. 2021-2022, un déficit de 2 327 €. Tous ces comptes sont approuvés et certifiés par notre commissaire. Ça, c'est une réalité. Ça, ce sont des faits. Autre élément sur lequel il convient de revenir, parce que là, franchement, quand on n'a rien à dire, on sort n'importe quoi. Alors, on va contredire et contrecarrer ces mensonges. Les déplacements de jeunes, puisqu'il est dit partout qu'aujourd'hui, la Ligue de football de Martinique, d'accord, met en avant sa sélection senior masculine au détriment des sélections de jeunes. Vous avez affiché à l'écran, d'accord, tous les déplacements des équipes de jeunes depuis 2016. Donc ce document, on peut vous le transmettre. Vous pouvez faire des photos, c'est filmé. Voilà, 2016, vous voyez? Je ne vais pas refaire toute la liste. 2017, voilà. 2018, vous ne voyez pas? C'est petit. C'est petit, d'accord. Mais ça, on va vous le transmettre, ce document. 2019, 2022, 2023, sachant qu'en 2020-2021, on avait le Covid. Ça, c'est une vérité qui contrecarre les propos de ce monsieur, qui sont diffamants et qui sont mensongers. Voilà. Voici les deux points qu'on voulait. Et puis, bien évidemment, en 2024, en rouge, je vais essayer de grossir un petit peu, vous avez les deux déplacements qu'on n'a pas pu réaliser. Voilà. Donc, on met le droit sur deux déplacements par rapport à l'ensemble de tous ces déplacements que nous avons effectués depuis 2016 jusqu'à 2024. Voilà. Et on vous donne un dernier chiffre aussi, hein. Ça c'est factuel. C'est pas je pense que, tous ces déplacements depuis 2016 jusqu'à 2024, je vous donne la masse, c'est 781 000 €, voilà, en 8 ans, dépensés pour les sélections de jeunes. Voilà. Je peux te revenir, s'il vous plaît, juste une minute. Oui, bonjour à tous, j'ai eu un nouveau état. Bon, je suis peut-être le plus ancien dans les associations sportives, tout ça. Une association, telle que la Ligue de football, c'est une union
peut-être pas dans les mêmes uniformités. Ça, c'est sûr. Il y en a peut-être qui disparaissent, il y en a. Mais je tiens à signaler, tout simplement. Et ça, c'est important, il ne va pas le dire. Et je le dis en face. Le président de la ici, président du PO, des différents pays, il doit toucher par année 25 000 euros en tant que président. 25 000 $. Il a quitté le football. Pour qu'il ne pas ça. Et c'est moi qui ai dit, pour qu'il ne pas ça. Il faut le savoir. Et moi, je lui ai dit, tu sais, on va toujours t'attaquer. 30 $. Ça n'a pas gardé. Autre chose. Je suis quand même impacté par certaines choses concernant chef de délégation et tout ça. C'est pas évident. Les dépenses, assurer toutes sortes de choses. Oui. Un jour, je suis retourné et j'ai porté des justificatifs. Il manquait. Avec le cher. Et puis je lui ai dit, et s'il ne donne pas un cher, c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand c'est ce genre d'allégation de l'homme venu du foie et tout ça, je dirais tout simplement, comme fanant les années de la terre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. La remplir ou la trahir. Nous la remplissons. Planter, il dans le cadre. Nous la remplissons. Effectivement, il y a des choses qui sont peut-être contestables. Vous avez le droit de protester. Mais nous la remplissons. Ceci dit, je tenais à le dire, je suis sûr que M. P. ou le l'a dit, malgré pour 25 000 $. Merci beaucoup. Ok, je remercie Marcel. Bon, effectivement, mais bon, ils le savent que cet argent est au bénéfice de l'année. Bon, pour terminer, parce qu'il y a eu tellement d'attaques, et c'est en 14 minutes, vous voyez comment vous pouvez presque détruire une institution et vous êtes obligé de vous défendre. Alors bon, très rapidement, vous allez peut-être poser cette question. On était absent du congrès de la CONCACAF, n'importe quoi. Nous étions présents, nous étions 4 au congrès de la CONCACAF. Et pourquoi on est parti juste avant la dernière séquence officielle? C'est parce qu'il y a eu un problème d'avion. Et c'est la CONCACAF elle-même qui a pris le billet pour qu'on puisse partir à 10h au lieu de partir à 14h. Donc forcément, au moment de la partie protocolaire où il y avait l'appel, on a été noté, mais quand ce document, je ne sais même pas si on l'a déjà reçu, c'est-à-dire Molina là avant nous, on va dire à la CONCACAF de modifier, c'est absent, excusez, mais M. Maurice Victoire était présent. Il y avait même une salariée de la Ligue qui était là aussi. Bon, donc on sait. Et bon, bref. Et puis, pour finir, les différents partenariats. Bon, alors le président voyage en première classe. Quand la fédération paie un billet en classe premium, le partenariat qu'on a avec le Air Caraïbes permet d'avoir un petit surclassement en Madras. Parce qu'on a fait des allers-retours, ou bien le vice-président, ou bien le secrétaire. Donc on a fait des allers-retours, partir le jeudi soir après le travail pour virer le dimanche matin. Bon, il faut même pouvoir dormir dans l'avion. OK? Voilà. Et puis, président, pas ni pièce intention d'être directeur général de la Ligue. OK? À bon entendeur, salut. Moi, j'en ai assez en les comptes comme ça. On est 3 travail en ce moment. En plus, alors comme la retraite. Est-ce qu'on va tenir rigueur à quelqu'un qui n'a pas justifié une dépense en filigrane? Non, c'est pas ce que je dis. Mais vas-y. Ça ressemble à ça. Non, c'est pas ce que je dis. Vas-y. Je pars en mission pour RCI, j'ai une voiture de location, j'ai oublié de prendre un ticket parce que j'ai mis une licence, je n'ai pas été remboursé. C'est aussi clair que ça. Alors, c'est ce qu'il a dit, Marcel. Que le dirigeant n'ait pas pensé à prendre un justificatif, je suis désolé, on
on est responsable aussi à ce niveau-là. On va pas en tenir rigueur, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne peut pas dénoncer ça. Non, mais Georges, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est l'orthodoxie comptable, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas moi que tu vas dire ça. Donc les dirigeants du Conseil de Ligue, il y en a 3 ou 4 qui n'ont pas ramené les justificatifs dans le temps. C'est pas orthodoxe et c'est pas normal. On peut pas dire mieux que ça. Donc après, on peut comprendre les difficultés qu'il y a à respecter l'orthodoxie stricte financière, mais si le dirigeant n'est pas capable de fournir le justificatif, soit il rembourse, soit éventuellement il fait une déclaration sur l'honneur si l'expert et l'auditeur l'acceptent. C'est tout. Voilà, il n'y a aucun problème sur ça. Tu as raison, tu as raison. Quelle est la moyenne payée pour les frais de mutation à l'échelon national? Quelle est la moyenne? Je regarde les chiffres sur Internet, rares sont les livres qui atteignent les 200 €. Alors, est-ce que c'est la vie chère à l'envers? Vous savez, on est à 500 €. Je n'ai pas la moyenne, mais bon, si tu as la moyenne, je vais l'accepter. Mais je pense que tu peux aussi analyser, Georges, la partie de mon propos qui consistait à dire aussi. Ce sont les présidents qui ont voté. Non, mais qui consistait à dire aussi que c'est le principe qui a été voté en Assemblée générale permet en réalité au club ou une partie d'avoir une recette grâce à cela, pour notre partie d'être à l'équilibre, c'est-à-dire comme s'il n'avait pris aucun joueur, grâce au flux rentrant et flux sortant. Et pour certains, il ne faut pas se le cacher, qui ont des projets sportifs plus élevés, ils ont effectivement une somme qui sort de leur poche, mais moindre que ce qu'il y avait avec l'ancien système que nous avions. Voilà. Monsieur les propos tenus, bien sûr qu'il y a des choses complètement essentielles, l'histoire de l'US tout le monde sait, tout le monde connaît le problème. Donc c'est une connerie. Il n'y a pas que des conneries dans ce que j'ai entendu dans cette vidéo. Il n'y a pas que des conneries. Cela dit, on a des problèmes, comme vous l'avez évoqué. Nous, ici en Martinique, alors on a été contents que la presse soit invitée pour régler ces petits problèmes-là. On a un problème de communication énorme avec la Ligue de football. Pourquoi vous n'avez pas fait une conférence de presse pour nous dire voilà, on va régler le problème? Le site de la Ligue de football, qui des fois est à jour, etc., je regarde ce week-end, les matchs ont programmé, je ne sais pas où se jouent les matchs parce que le terrain est défectueux, parce que ceci, parce que cela. Je donne de mauvaises informations à l'antenne, les auditeurs m'appellent pour me dire bref, vous dites des conneries. Alors, faites une conférence de presse pour qu'on règle le problème de communication. Vous avez précédemment un organe de communication. C'est un disparu. Je ne sais pas les raisons. Je veux pas savoir. Vous avez... Mais il faut savoir. Tu es journaliste, il faut savoir pourquoi ça a disparu. Je réponds juste sur ce week-end. Nous avons 3 mails de l'Office des sports, 3e mail d'Office des sports le vendredi en fin de matinée, en début d'après-midi. Nous annonçons que les infrastructures n'étaient plus utilisables. Nous-mêmes, à la Ligue, nous recevons des informations des propriétaires des trains extrêmement tardivement. Et pour saluer le travail fait par les salariés de cette ligue, vendredi jusqu'à 20h, certains sont encore en train de travailler pour valider des licences, pour vérifier un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a un travail énorme à faire en direction de la presse pour que vous ayez le maximum d'informations sur les compétitions en temps et en heure, avec le maximum de précision. Cela sera écouté et mis en œuvre. Attends, Georges, en 30 secondes, j'ai eu l'occasion de l'expliquer sur ton émission sur ce sujet-là et nous avons des efforts à faire par rapport au fait que nous n'avons plus notre agence de communication qui est officier pour nous depuis le 1er septembre et ça, nous l'avons acté de manière très publiquement devant tout le monde. Et là-dessus, on est prêt à travailler avec vous pour améliorer cela. Christian. Alors, moi je suis assez maso pour suivre les purges des assemblées générales, particulièrement celles des associations, des ligues collectives. Et que ma mémoire ne me fasse pas défaut, lorsqu'on a fait l'augmentation du coût des démissions, ce n'était pas pour que les clubs puissent organiser quoi que ce soit. C'était pour éviter, parce que certains présidents de clubs disaient qu'il y avait un marchandage, il y avait l'exode, sur le fait qu'il y avait trop de démissions et qu'ils pensaient à l'époque que le fait d'augmenter le montant des licences ça allait freiner.
Oui. Mais ouais. Il n'y avait pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Parce que c'était surtout pour compenser la paix, enfin, tout le travail qui était effectué par Ouais. nous. Ça, c'était le côté moral. Oui. Mais les deux sont valables. Les deux sont valables. Deuxième question, moi je veux savoir, j'envoie des questions sur le ministre. Le responsable de la délégation qui est en Guyane sur le futsal a filé à l'anglaise et a démissionné. Je n'ai pas entendu. Le responsable de la délégation qui est en Guyane du futsal a filé à l'anglaise et a démissionné. Est-ce que a filé à l'anglaise et a démissionné? C'est le quatrième à avoir Est-ce que Laissez le vous Christian. avez des motifs? Autre question. L'Assemblée générale élective aura lieu le mois prochain, le novembre, officieusement ou officiellement. Officieusement ou officiellement. Est-ce qu'on aura un état financier de la Ligue de football avant cette Assemblée générale? Ben moi je réponds parce que c'est très politique on va dire. Donc la première chose, c'est quand même Georges. Non, je l'ai dit en préambule. J'ai personnellement été touché, on va dire, par ce truc qui m'a impacté personnellement. Donc nous, on a considéré qu'il fallait justement apporter des réponses point par point à toutes les attaques qui ont été données. Donc, mais on va voir. Mais non, mais on va voir. Ce monsieur était en Espagne. Tu penses que... bon, Je comprends pas. c'est comment? Il y a une plainte qui a été déposée, s'il y avait pas déposée. Mais oui, mais il fallait répondre point par point sur les choses. Et puis on va voir si on dépose une plainte. On a suffisamment, je l'ai dit en début. Donc si tu considères que s'il y a une plainte qui a été déposée, comme le chlordécone ou bien le chat, donc tu es tranquille et tu n'as pas à t'expliquer. Bon, donc ok, c'était pour dire que c'était important pour nous, point par point, parce que ce monsieur, il y a 30 000 vues, et nous, on va faire un petit sujet pour essayer d'expliquer pourquoi il y a ce contradictoire. Bon, ok? Parce que tu peux dire que tu as déposé plainte, et puis même procureur là peut classer plainte là. Vous comprenez? Bon. Donc, ça, c'était pour dire. Sur l'histoire du coût oui, c'est un débat, du coût des mutations, c'est un débat. Mais est-ce que ça peut, je reviens, parce qu'il faut qu'on le dise, et j'espère que vous allez le dire à la population. Est-ce que ça, c'est spolier les clubs? Est-ce que ça, c'est parce que le président est un dictateur et un truand, etc. Ok, bon. Donc ça, mais non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas me dire qu'on mélange. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, regardez, les clubs, vous dépensez l'argent à tort et à travers, et puis les clubs, la mutation est à 500 €. Donc il ne faut pas me dire ça. Bon, maintenant, sous la situation financière, je l'ai bien dit en début, je le redis devant vous, nous sommes en difficulté. Nous avons un compte de retard. Le compte 22-23, nous sommes en train de faire le maximum pour qu'il puisse être donné. Non, il a posé la question. Oui, c'est ça. On est en train de faire le maximum pour qu'il puisse être présenté à cette Assemblée générale du 10 novembre. On est en difficulté. On est en difficulté. Bon, tout est transparent. On a toujours été comme ça, quoi qu'on dise, l'opacité, etc. L'expert comptable a ses comptes. Il doit, en fin de semaine, avec le trésorier et les services comptables, donner son rapport, on appelle ça, son projet de rapport. Et donc lundi au plus tard, on transmet la commissaire aux comptes. Je l'ai appelé, je lui ai dit, surtout à cause de cette situation, il faut qu'on fasse le maximum pour qu'à cette assemblée, il y ait ses comptes. Et puis ça va donner effectivement une idée de la situation, savoir s'il y a déficit. Ça, c'est des questions. Alors, ça c'est une question technique. On verra si on fait 2 assemblées, si on fait une seule avec élection. Voilà, c'est très technique. Et ça, mais notre volonté, c'est de faire en sorte que, notre volonté était de faire en sorte que les 2 exercices, 22-23 et 23-24, 30 juin, soient validés en assemblée avant l'élection. Ok? Donc voilà. Elle n'est pas technique. Elle n'est pas technique, ma question. Là, tu as posé une question technique. Non, mais tu as posé une question technique. Fera-t-on une seule ou 2 assemblées? Donc c'est une décision qui reviendra au Conseil de l'État. Ma question, je suis désolé pour l'habitude des assemblées. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce que dit le président, je le comprends. Dans la tête des gens, la Ligue de football est en difficulté.
a des raisons exprimées par un individu qui est de la Martinique sur cet individu. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand vous allez présenter l'Assemblée générale élective, même ceux qui vont se présenter pour postuler à ça, pour avoir le prix. Donc, il dit, mais ouais, mais nous avons fait l'Assemblée générale élective et puis nous passons à la situation financière liée. Elle n'est pas technique la question. C'est ça que la question de décision, il ne connaît pas le fonctionnement. Mais Christian, tu t'imagines bien que toutes les questions que tu te poses là, ça ferait près de 12 mois qu'on se pose exactement la question et on avait un objectif qu'on n'a pas atteint, qui était de se dire, avant l'AG élective, il faut qu'on ait validé les comptes 22-23 et 23-24. On n'a pas atteint l'objectif. Voilà. Alors, attends, Georges, si tu permets, parce qu'il y a d'autres qui sont là. Mathurin. Alors, Jean-Claude, on a parlé de l'Assemblée générale, vous posez une question qui, à partir de la vidéo, c'est vrai que quand on a une équipe, sans faire injure à ce qu'elle a fait, qui à chaque fois est passée sans adversaire, est-ce que justement, par rapport à l'agressivité de la liste par rapport à cette vidéo, est-ce que vous ne craignez pas justement d'avoir des difficultés pour travailler dans la continuité, même si les vidéos ne pensent pas sur la Je peux continuer là-dessus, c'est vraiment oublié. On a vu, je ne sais pas si lors de la dernière élection, il n'y avait qu'une liste présente. Alors, ce n'est pas tout fait, mais par un souci de démocratie, puisque souvent le mot là, c'est démocratie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'il y ait d'autres listes? Ce n'est pas de votre fait, je le dis bien. Mais quand il n'y a qu'une liste, a-t-on le choix? Vous suivez ma pensée? Et on sait, je sais qu'en Guadeloupe, on a obligé, d'après ce que j'ai compris, la Ligue de Guadeloupe à repousser la date de l'Assemblée générale pour permettre à une autre liste d'être validée. Et on a vu en Martinique une Assemblée générale, je ne sais plus si c'était il y a 4 ans, il y a 8 ans, l'autre liste invalidée parce qu'il manquait, je ne sais pas si un médecin ou quelque chose comme ça qui manquait. Je ne vous demande pas d'aller compléter l'autre liste, mais on a déjà vu ici, en Martinique, on le voit partout, dans les clubs partout, on fait du débauchage pour être plus fort et pour permettre à l'autre, on l'a vu avec le club franciscain qui récupérait à un moment donné tous les autres joueurs pour être plus fort, même s'ils ne jouaient pas, ils étaient sur le banc, mais c'est pour aussi déstabiliser l'autre. Alors, j'ai envie qu'on ait un soupçon de démocratie et qu'on ne dise pas, ouais, mais ils ont tué le bébé dans l'œuf. Je ne sais pas. Si je te laisse le soin de répondre. Oui, je te réponds. La question. Oui, parce qu'on a dit. Attends, s'il te plaît. Parce que ta question, elle vient renommer et elle répond à une question que nous sommes également posés. On se pose aussi des questions comme vous et on y apporte des solutions. Alors, tu as dit qu'il y avait un soupçon de démocratie lors des dernières assemblées électives. Non, la démocratie s'est exprimée à regret avec une seule liste, mais ce n'est pas de notre fait. Et nous, ici, nous sommes très à l'aise pour dire que le Conseil de Ligue, en place aujourd'hui, d'accord, a pour charge d'anticiper, d'organiser l'appel à candidature. D'accord? À l'issue de l'appel à candidature, il y a une commission de surveillance des opérations électorales qui prendra le relais pour, valider ou pas les listes. Et dans les communiqués que nous avons faits, donc l'appel à candidature, les classiques, nous avons, dans un souci, qu'il y ait plusieurs listes qui puissent se présenter. 2, que la compréhension des textes en matière de critères d'éligibilité des uns et des autres, des candidats, soit la plus lisible possible et qu'il y ait le moins d'interprétation par rapport au texte, etc., le Conseil de Ligue actuel, en plus de l'appel à la candidature, a transmis au club
des informations complémentaires sur les critères d'éligibilité. Nous n'avions aucune obligation de le faire et nous l'avons fait par souci de démocratie. Nous t'enverrons ce courrier. Nous avons utilisé ce terme, souci de démocratie, et que cela puisse s'exprimer le plus librement et le plus largement possible. Donc, nous avons anticipé ça et nous faisons en sorte. Alors, peut-être que cet événement Molina viendra de sens ou dans l'autre, je ne sais pas. Nous, on est serein, en tout cas. Voilà ce que j'aurais dit au président Pérou là-dessus. Je peux une minute. On est d'accord. Ça ne peut pas être de notre faute, enfin du comité en place, qu'il n'y ait pas de liste ou qu'une liste soit invalidée. D'accord? Maintenant, pour comment dirais-je, les élections qui arrivent, le 10 novembre, le président Pérou, avec son conseil de ligue, ont mis et veulent mettre tout en œuvre pour que là où les listes qui se présentent, donc a priori, puisqu'il y a, semble-t-il, il y en aurait au moins 2. Donc que les listes se présentent puissent avoir tous les éléments leur permettant de valider. Ça c'est clair et net. Donc vous avez vu qu'il y a un guide qui a été édité par la fédération, qui n'a pas vocation à être distribué d'ailleurs, hein, mais il est déjà dans les chaumières. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut même vous donner des détails, puisqu'on a sorti des détails. Et on avait une petite interrogation, il faut le dire d'ailleurs au président de Silver Star. On avait une petite interrogation sur un point qui est le suivant. Est-ce que un licencié qui est sur une liste candidate peut poser des problèmes à sa liste si son club n'est pas en situation financière à jour par rapport à l'institution? Attends, non, mais on avait un doute sur ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent on a le doute, mais on a demandé à la fédération. Parce que ce n'est pas statutairement prévu. Mais, enfin, que cette obligation d'être à jour, mais c'est sur le guide. Mais ce n'est pas dans les statuts, c'est sur le guide. Donc, ce qu'on a dit, surtout que le président Silver Star, il nous a dit, mais c'est quoi ce qu'on a dit, comme vous dites, réponse. Donc, on a demandé à la Fédé, on aura la réponse sans doute là demain, et de nous dire précisément pour qu'on n'ait pas de soucis. Il y a un autre sujet, hein, c'est le sujet de combien de membres de même club. Mais ils ont répondu. Ils ont répondu. Sauf si nos statuts l'obligent, et ce qui n'est pas le cas. Maintenant, non, le nombre de ça avait posé problème d'ailleurs dans les matchs précédents. Combien de membres maximum de même club peuvent être sur une liste candidate, tu vois? Ça avait posé problème. Donc la fédération nous dit non, il n'y a rien de prévu sur ça, sauf si exceptionnellement vos statuts le prévoient. Donc voilà, vous pouvez une liste composée uniquement apparemment. Mais non, mais c'est ça. Par le passé, c'était le cas. Donc je pense qu'on a répondu à vos questions très clairement. La volonté du comité directeur actuel, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont candidater aient le maximum d'informations pour avoir une liste correctement valide. D'accord? Pour la pluralité. Donc après, sur les problèmes de communication, Georges, tu dis que tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sais pourquoi il est présent à Axel Golden. On a eu un travail pendant plusieurs années avec la société d'Axel. La situation financière actuelle de la Ligue n'a pas permis de faire en sorte que, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'assurer la pérennité. Il a une entreprise, on va pas dévoiler les machins, qui est en difficulté comme plein d'entreprises martiniquaises qui étaient liées à la chose sportive ou à la chose culturelle, et il y a une espèce d'effet domino qui fait que, etc. Moi, je ne parler de AVS total, AVS costaud, il peut nous combien 100 000 euros quasiment comment ça s'appelle, d'impayés. Mais si tu as des petites et moyennes entreprises, alors, mais non, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on te dit. Donc nous sommes en train de trouver des solutions, j'en ai discuté avec Axel d'ailleurs, de trouver des solutions pour que la communication en interne, pour que la communication puisse se faire dans de meilleures conditions. Mais ça c'est est-ce que on est entre guillemets hors sujet, mais c'est important. Le sujet c'était d'essayer de justifier
les points où le gars tu nous dis qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il a dit. Comme je l'ai dit, c'est des portes ouvertes qui n'enfoncent. Bon, là, qu'est-ce qui est vrai? J'ai pas noté. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'il a dit? Il y a deux choses qui sont vraies dans ce qu'il a dit. La première, c'est que, trois choses. La Ligue de football est en situation financière difficile, ok? La deuxième, c'est que la Ligue de football a selon les appréciations, 1 ou 2 exercices de retard. Et troisièmement, la Ligue de football a des procédures comptables qui ne sont pas respectées avec des histoires de viatiques qui n'ont pas été justifiées ou qui ont été justifiées tardivement ou qui... c'est ça. Et puis le reste, montre-moi quelque chose qui est valable dans ça. C'est-à-dire le reste, ça fait l'objet de discussions en assemblée générale. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. L'US Riveraine, l'obligation des clubs, le montant comment ça s'appelle, des mutations, l'utilisation des fonds FIFA, l'utilisation des... Et puis, mais tout le reste, c'est n'importe quoi. Comment tu peux dire qu'il y a une opacité? Mais comme Jean-Claude a dit, c'est faire insulte au président et au président de club. C'est tout. J'entends ça et je me dis on provoque une conférence de presse pour que des choses fausses. Une conférence de presse. Alors ma question c'est à quel conférence de presse? C'est ça qui m'intéresse. Juste un peu. On porte plainte. 20 secondes, juste un point, puisque ça a été relevé comme la méchanceté de la Ligue d'avoir sanctionné un club en infraction au regard du statut des équipes de jeunes. Et nous avons, depuis les votes qui a assoupli la réglementation, parce que la réglementation c'est relégation ou, si vous étiez en capacité de monter, non-accession. Encore une fois, les présidents de club, avec la proposition que nous avons soumise, nous avions assoupli ce règlement pour passer à 5 points par équipe montante, ce qui permettait encore, même si c'est difficile, de pouvoir se sauver sur le terrain. Et ça a été le cas pour une équipe de R3, l'Étincelle, qui avait pu accéder malgré le fait qu'elle a été sanctionnée au regard du football jeune. Et la décision qui a été prise pour l'USFL n'est pas la seule qui a été prise cette année-là, donc l'année 23-24, il y en a 6 ou 7 qui ont été prises, et cela fait, avec le début de l'application seulement, à peu près une quarantaine de décisions qui ont été prises chaque année, et pourtant qui n'ont pas fait l'objet d'un petit film. Non, mais je tiens à le dire parce que c'est important aussi, ça fait partie de ce petit film, et ça a même été, avant même le petit film, beaucoup débattu par la presse, comme si c'était la première fois et le seul événement. Une équipe de R3 n'a pas pu accéder une année, pourtant nous n'avons pas vu la presse aller au chevet de cette équipe. Alors, Christian, et puis après, vas-y. Je voudrais pas sortir de cette salle et que j'ai le sentiment que la presse locale dit que l'US Riveraine avait raison, en sachant que les présidents sont souverains des décisions qui sont prises et qui a un impact soit positif ou négatif, soit sur la prochaine année sportive ou les deux prochaines années. C'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'en l'état, donc moi personnellement, président pour que vous soyez affecté, sinon ce n'est pas humain, vous craignez que la ligne soit mise en redressement ou soit accompagnée sérénement compte tenu de la situation? Ok, je réponds. Alors je réponds aux deux questions. La première question, ou leur observation. Donc j'espère que vous n'allez pas partir de cette salle avec le sentiment que la presse a une responsabilité quelconque. Vous êtes le relais de la vie sportive et martiniquaise, donc il y a des choses qui se disent, des choses qui se contredisent, il n'y a aucun problème. Donc nous, on a simplement voulu rappeler, puisque vous allez porter cette information au public, que ce qui a pu se dire dans le microcosme du football martiniquais, c'est pas juste, tout simplement. Bon, mais la presse, la presse
et la presse déontologiquement rapporte les réalités. Et quand je dis que cette conférence de presse pour nous était importante, pour moi était importante, pour le comité parce que tu ne peux pas avoir un type pendant 14 minutes qui te tape dessus et que tu as 30 000 vues et puis que tu ne puisses pas répondre. Ok, bon. Donc là, sur ton autre question, nous avons à un moment donné envisagé la demande de mise en sauvegarde. Ok? Pourquoi? Parce que quand vous êtes, je sais pas, c'était peut-être autour de mars, début d'année, février-mars. Quand vous êtes le 7 février, et puis quand vous regardez ces comptes en banque là, et pourquoi ouais que on a 60 000 € pour sortir dans 20 jours, et puis que vous n'avez pas beaucoup de l'argent. Tu vois? Donc tu te dis, bon, la chose là, qui ça nous va faire, machin. Et puis, 4 jours après, tu discutes avec le directeur général de la boîte, qui te dit, non, on comprend vos difficultés, on fait une rallonge de découvert de 90 000 à 140 000. D'accord? Et puis quoi dit, bon, là nous sauvons février. Puis quand j'ai qu'à réfléchir pour mars, qui dit, bon, donc ça, forcément tu te poses la question. Et quoi qu'on dise, mais quoi qu'on dise, c'est pas un problème de structurel. On vous a montré les comptes. Depuis 2018, nous avons des comptes qui sont à l'équilibre, avec une exploitation qui est à l'équilibre. Donc, ça serait surprenant que les comptes 22-23 présentent un déficit de 1 million d'euros. Tu vois, c'est obligé de dire ça. C'est n'importe quoi. Ils vont sortir là, on verra bien. Bon, maintenant, il y aura un déficit, probablement. J'imagine qu'il y aura un déficit. On est obligé de provisionner la dette des clubs, pas en totalité, mais une partie de la dette des clubs. Tu vois? Donc forcément, ça va impacter les comptes 22-23 et peut-être même 23-24. Il y a encore un souci sur ça. Donc maintenant, pour répondre très clairement à ta question, il y a, depuis le début d'année, depuis le début de cette difficulté de trésorerie notamment, il y a une inquiétude et il y a, comment on peut qualifier ça, une forme de vigilance parce qu'on sait qu'on est sous la corde raide. Alors on a des perspectives. Parce que nous ne pas rester là, croiser bras nous et puis attendre que la tombe qu'elle a crasé. Quelles sont les perspectives? On a rencontré la CTM. La CTM nous a dit la moitié du solde qu'on vous doit, c'est-à-dire la CTM nous doit 600 000, sans compter 2024, 600 000. Ils ont dit la moitié au plus tard, fin novembre, fin d'année. Et l'autre moitié début d'année parce que les chimiques, ils peuvent savoir des gains. Bon. Donc on sait que s'il y a 300 000 qui entrent, ça va permettre de tenir. On attend 300 000 derrière pour continuer à fonctionner. Quels sont les espoirs aussi? La boîte nous dit, parce qu'il faut les souligner, que Crédit Mutuel, ça ne fait rien par les associations sportives. Hein. Bon, la boîte nous dit, on est à 140 000 si de lignes de trésorerie. D'accord? On est à 140 000. Si vous nous apportez les comptes 22-23, et qu'on voit qu'il n'y a pas de souci, comme ce qu'on attend, hein, tout le monde attend ça, qu'il n'y a pas de souci, vous êtes dans une ligne d'équilibre, tout ça, machin, nous pouvons envisager, de monter à 200 000 € de ligne de trésorerie, première chose, et deuxièmement, d'instruire avec vous un emprunt à court terme pour pouvoir vous donner un roulement de trésorerie de fonctionnement. Tu vois? Et puis, le Crédit Agricole qui attend aussi ça parce qu'il y avait une ligne de trésorerie pareil qui devait être. Et le président de la CTM, c'est ça qu'il nous a dit. Il dit nous, et messieurs, là, pas qu'il y ait comme ça tout de suite. Il faut que les autres voient ces établissements bancaires là pour qu'ils accompagnent les autres dans des prêts, dans des fonds de roulement. Un atout, des atouts que n'ont pas les autres. Parce que malgré le fait que vous soyez en difficulté financière, compte tenu de la conjoncture de tout ce que vous avez avancé, vous avez un atout, vous avez une carte de nos validés, c'est que vous avez une réserve immobilière qui est quand même non négligeable. Et on sait très bien que dans cette matière, c'est aussi une garantie pour les banques. C'est un élément. Deuxième élément, directement aujourd'hui, est-ce que, monsieur le vice-président,
cette intervention, aussi brutale soit-elle, va changer votre stratégie de campagne. Stratégie de Campagne. Eh bien, écoutez, d'abord, oui, moi aussi, quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé ça abject, parce que, pour ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns ici, mais même tous les présidents de club que j'ai côtoyés, ou les représentants de club, quand bien même nous n'étions pas éventuellement du même bord pour les élections, ils savent qui je suis, ils savent ce que j'ai fait et ce que je fais avec le football. Donc, je continuerai toujours sur ce credo d'intégrité, d'honnêteté, de franchise, parce que je sais dire quand c'est bien et qu'il faut aller dans ce sens, mais je sais dire non, c'est pas bon, sans même me dire, eh bien, si je dis ça, je perdrai les points. Non. Donc, il n'y a pas de souci pour moi, je continue à me battre sur un bilan, sur des projets, et stratégie de campagne, c'est être honnête, franc et savoir défendre les vraies idées, des vrais projets, et pas de dire des saletés. Comme une question, première question, on n'a pas parlé du tout de foot féminin. C'est peut-être pas l'objet de la conférence de presse, mais encore une fois, je reviens à ce que je disais. Pour aucune conférence de presse à partir de vidéo de quelqu'un qui ne maîtrise pas certaines choses en Martinique, qu'on se retrouve assis là, passer 2 heures pour commenter ses propos, pour moi c'est un peu beaucoup. Alors qu'il y a des vrais problèmes en Martinique, nous autres de la presse souhaitons voir débattre. Foot féminin, je veux bien entendre un mot là-dessus. Le championnat va commencer, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une première chose. Je pose 2-3 questions et puis on arrive là. Ma deuxième question. J'ai causé avec un entraîneur récemment qui me disait pourquoi on s'évertue à dépenser autant d'argent pour faire venir des joueurs professionnels en sélection de Martinique? Pourquoi? Alors que on n'est pas devin. Je ne vois pas comment, par exemple, pour remettre les choses dans leur contexte, Saint-Étienne, par exemple, qui est monté en Ligue 1, va gagner le championnat de France. C'est carrément impossible. Saint-Étienne n'a même pas sa place en Ligue 1. La Martinique est en Ligue 1, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Bon, on a gagné à la place, on n'a pas volé. On est bien d'accord. Maintenant, il faut avouer que les équipes qui y sont nettement supérieures. Mais est-ce qu'on va s'évertuer? C'est ça la remarque de l'entraîneur, s'évertuer à continuer à dépenser des sommes folles pour faire venir autant de pros alors qu'il y a des joueurs en Martinique quelquefois. On l'a vu lors du dernier match, pour moi le meilleur joueur sur le terrain c'était Johnny Marajou. Je ne suis pas connaisseur, je suis pas spécialiste, pour moi c'est le meilleur. Bref, ça c'est une chose dans le football. Et puis je termine. Samuel Perrault, président, vous allez quitter la Ligue de football de Martinique et vous continuez à avoir partout Ligue de football de la Martinique. Mais je suis désolé, ça c'est pas dur pour dire, mais ça suffit. Pourquoi on continue? On s'est perdu à dire tout de la Martinique cycliste. J'ai été l'un des premiers à dire arrêtez avec cette aberration. On dit tout de Martinique. Le nouveau logo, c'est Ligue de football de Martinique. Donc il faut enlever. On va corriger. Alors, Alors, Georges te répond. Je te réponds très rapidement sur les 2 premiers points. Tout le nombre de journalistes continuent à dire Mais c'est là, je te dis, le nouveau logo. ça arrive bien tard. Alors, je réponds aux premières questions. S'agissant du foot féminin, allons faire les choses très simplement ce week-end, le week-end qui vient de se passer. Contrairement à ce qu'on pense, c'est jusqu'au samedi qu'on est en contact avec les clubs qui nous expliquent leurs difficultés, que ce soit pour de nombre de licenciés, que ce soit pour les ententes. Et pourtant, il faut commencer parce qu'il faut démarrer. Et c'est parce qu'on est à l'écoute des clubs qu'on essaie de ne pas les mettre en difficulté, quitte à effectivement avoir des remarques pertinentes de la presse, puisque peut-être que cette étape a été loupée de vous prévenir, parce que jusqu'à samedi matin, j'étais en contact avec les clubs, notamment pour un match. Cette histoire d'entente là, est-ce qu'on peut être plus souple, permettre d'exister? On sait qu'il y a un problème. Mais c'est justement parce qu'on veut être plus souple qu'on permet les choses et qu'on attend que les choses se fassent pour qu'on puisse permettre aux filles de jouer. C'est pas l'inverse, contrairement à ce qui s'est dit. Pour le second point, s'agissant de la sélection et de ces fameux joueurs professionnels, voire même
des fonds qui sont avancés. Il faut savoir déjà une chose, c'est que vous n'avez des fonds de la CONCACAF quand vous participez aux compétitions. Si vous ne participez pas, vous n'avez pas ces fonds-là. S'agissant de la sélection. De la sélection, d'accord? Ça, c'est une première chose. Jouer au plus haut niveau, effectivement, c'est quelque chose de très difficile à faire. Et nous avons besoin, effectivement, des joueurs martiniquais de l'extérieur pour accompagner nos joueurs locaux. Quand je dis locaux, ils jouent dans nos championnats locaux. Et si toi, effectivement, tu remarques que Jody Marajou a été le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs du dernier match qu'on a joué en Martinique, c'est aussi parce qu'il est entouré de ces personnes qui peuvent le permettre de progresser. Troisième point sur le financement. Les financements de la sélection sont sur des financements croisés avec des demandes de subventions spéciales qu'on fait à la collectivité territoriale. Si on ne fait pas de sélection, il n'y a pas ces fonds. Et ces fonds n'étant pas là, ils ne seront pas allés ailleurs. C'est vraiment une demande spécifique pour le haut niveau que nous faisons. Nous n'avons pas encore reçu pour les 2024, mais bon, la collectivité le dit haut et fort qu'ils soutiennent nos sélections. Et ce sont des fonds internationaux qui permettent de faire cette sélection. Donc, le Conseil de Ligue, depuis plusieurs années, a opté sur la progression de cette équipe avec l'apport de joueurs extérieurs, suite à un certain nombre on va dire, d'épopées qui s'étaient soldées notamment en 2010 par nous avions perdu en Martinique la possibilité d'aller plus loin lors de la 17 Cup et nous avions changé d'objectif, de politique et de braquet. Et ça nous a servi. Progressivement, cette équipe, avec l'apport des joueurs extérieurs, a progressé, a participé, sauf une fois en 2015, à toutes les Gold Cup. Alors peut-être que pour certains, c'est rien, mais il y a quelques années, on n'y était pas. Il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, on n'y était pas. Et on ne la regardait même pas et on entendait la Guadeloupe. Maintenant, on est au plus haut niveau. Alors oui, on pourrait jouer avec une équipe uniquement de joueurs... moi c'est moi qui parle. Oui, on pourrait jouer avec une équipe uniquement de joueurs évoluant en Martinique, et puis on aurait des résultats que nous assumerions ces résultats avec eux, et puis les résultats qu'on aurait. On a eu l'occasion de jouer des matchs uniquement avec nos locaux. Faut pas croire. Mais on a fait du 2 tiers entier aussi. On a fait du 2 tiers entier, mais on n'est pas très loin de cette base-là. Je t'invite à regarder la liste de joueurs contre le Guyana. Je t'invite à la regarder. Non, il y a des... Alors, il y a toujours une réserve. Voilà. Et puis pour l'anecdote, Georges, je te dis Marajou, j'adore ce joueur, mais sur ce match, Kevin Appin, franchement, il a fait un match extraordinaire. Attends, juste pour compléter, deux choses. Attends, deux choses pour compléter, parce que Georges a dit que c'est un éducateur qui lui a posé, mais j'ai plus l'impression que c'est son avis. Non, je dis, je complète ce que Georges a dit, ça ne coûte pas plus cher d'un pro qu'un amateur. Faut enlever ça de la tête des éducateurs et des gens une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que le pro, c'est un billet d'avion, et puis il n'y a rien d'autre, parce qu'il est mis à disposition de club, c'est un professionnel, il est mis à disposition de quoi. Le local, c'est un billet d'avion qui parfois coûte plus cher, parce que c'est un trajet intra-caribéen, tu vois, et tu as derrière les remboursements de salaire parce qu'il travaille, etc. Bon, sauf certains cas exceptionnels où tu peux avoir une mise à disposition gratuite, etc. Donc, il faut enlever ça une fois pour toute la tête, ça ne coûte pas plus cher. Maintenant, sur la proportion, ça se débat, ok. Bon, moi je note, parce que je vais virer quand même les audio, je note que les deux seules personnes qui ont eu des satisfactions dans cet audio, c'est Marc Collard et Michel Mospinek. Vous êtes d'accord ou pas? Tous les autres, il les a tapés dessus. Michel Mospinek. Madame, vous avez changé la couleur du site. Nous voulons que vous allez changer la couleur aussi là. Enfin, tout ça, c'est dans la logique des choses. Oui. C'est le temps. Oui. Même la couleur de la ligue. Ouais. Président, après l'intervention de ton vice-président, je te rassure que tu peux voir tu as senti la poigne? Simplement. Oui, vous posez les mauvaises questions.
Mais vous estimez que